Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. N'hésitez pas à venir devant si vous le souhaitez, même pendant qu'on parle, ça ne nous gênera pas absolument. Donc on va parler d'un sujet important. Il a déjà été évoqué ce matin et si vous êtes là, c'est parce qu'il vous interpelle. La sécurité sociale alimentaire avec une question qui est posée. Une utopie, point d'interrogation. Ben, on va essayer de répondre à ça. Une utopie ou bientôt une réalité ? Peut-être, mais en attendant, vraisemblablement une nécessité, car si on regarde les chiffres et que l'on sait que plus de 8 millions de Français souffrent de précarité alimentaire, que les chiffres ne restent d'inquiéter puisque c'est 3 fois plus déjà qu'en 2005, on se dit qu'en effet, cette volonté ambitieuse d'une sécurité sociale alimentaire va devenir importante. Elle est portée déjà depuis un certain temps par différents acteurs de la société civile, par des chercheurs, des universitaires qui sont présents ici et qui pourront nous en parler. Et elle a franchi un pas de plus. Alors, ce n'est pas le haut de l'escalier, mais un pas de plus, puisque eh bien, depuis le mois de septembre, il y a un projet de loi qui a été d'expérimentation, mais l'auteur de ce projet de loi pourra nous en parler, a été déposé à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que l'utopie est peut-être derrière nous aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Alors qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale alimentaire ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Quelles sont ses ambitions ? En quoi elle va modifier beaucoup de choses, les enjeux, que ce soit des enjeux de santé, des enjeux économiques, des enjeux écologiques. Comment on peut la financer, cette sécurité sociale alimentaire, quels sont les freins, quelles sont aussi les conditions pour qu'elle puisse réussir et y associer l'ensemble des citoyens et de la population. Voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions. On a 1h30 pour ça. Vous aurez bien sûr la parole pour poser les questions que vous souhaitez. Moi, je souhaite que dans un premier temps, avant de venir dans le vif du sujet du projet de loi déposé, c'est de se dire voilà, cette interpellation, elle existe depuis un certain temps et des citoyens s'en sont saisis. Il y a des collectifs qui existent et je voudrais demander à Dominique Paturel. Alors je vais vous les présenter, vous faites vraiment, c'est une honte. Vous entendez pas très bien ? Bon. Ah oui, de là-bas. Alors c'est pour ça qu'il faut vous rapprocher. Il n'y a pas d'autre solution. Regardez, il y a des places là. Non, mais paraît-il que dans le fond, on n'entend pas tellement bien. Boris Tavernier, qui est député depuis le mois de juillet, mais alors qui, lui, est concerné depuis longtemps, justement, par ce souci d'une santé saine distribuée à tout le monde, à travers, notamment, il nous parlera de ce qu'il a initié, les VRAC, dont il a été délégué général jusqu'à ce qu'il soit... jusqu'au mois de juin, voilà. Et aujourd'hui, c'est tout autre chose. Dominique Paturel, Dominique qui est de Montpellier, qui est chercheuse à l'INRA, alors, et qui justement impliquait beaucoup dans les collectifs et dans ce qui est la démocratie citoyenne. C'est pour ça que tout de suite je voulais lui passer la parole. Charles Fournier, alors bon, député, l'homme de la région de Tours, député deuxième circonscription, première circonscription de Tours, et qui nous parlera justement de ce projet de loi qui est déposé et dans l'espoir qu'il aboutisse, mais on verra comment tout ça peut se faire. Isabelle Encart de l'Université de Tours et qui est docteur en droit. Hein ? Voilà. Alors, en effet, ce sujet, depuis à peu près 2019, interpelle de plus en plus à la fois des citoyens et aussi des chercheurs. Et dans ce collectif, depuis déjà longtemps, je veux dire, vous vous impliquez, vous vous mobilisez, y compris auprès de politiques, pour faire avancer cette idée. Alors, pour revenir un tout petit peu sur l'histoire aussi, qu'est-ce qui amène à un moment donné un certain nombre d'associations et d'organisations et de chercheurs et de chercheuses à se dire que finalement... une piste comme celle de la sécurité sociale serait intéressante pour poser les questions d'accès à l'alimentation. Et donc ça s'inscrit dans une histoire longue qui est en gros depuis les années 2000 la façon dont un certain nombre de citoyens et citoyennes cherchent à se réapproprier les systèmes alimentaires. Alors tout ce qu'on va vous dire, c'est basé
vraiment sur l'idée de système alimentaire. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une question de qualité des aliments ou une question de mode de production agricole, mais c'est vraiment l'idée de reprendre l'ensemble des activités qui sont nécessaires, en gros, pour manger. Donc, en gros, on part de notre assiette et on regarde tout ce qu'il a fallu faire pour que ça arrive dans nos assiettes. Alors, il y a 4 grandes activités qui sont importantes, qui sont 1, la production agricole, 2, la question de la transformation, 3, la question de la distribution, et 4, la question de la consommation. Voilà. Et ces 4 activités-là sont essentielles pour qu'on puisse manger. Alors, nous, on fait partie de cultures qui, depuis les années 70, a été complètement, disons, branché sur la question de la consommation, avec une rupture assez forte, une déconnexion assez forte avec l'ensemble de ces activités qui sont nécessaires. Et dans le cadre de la SSA, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est-à-dire on reconnecte la question de l'alimentation par le fait de parler derrière de l'ensemble du système. Donc c'est ça qu'on embarque comme idée. Hein. Et c'est important de le comprendre parce que finalement, le modèle de sécurité sociale, il va s'appuyer sur ça. Et donc, à partir des années 2000, il y a un certain nombre de citoyens et citoyennes qui cherchent à reprendre la main sur leur système alimentaire. Et c'est en particulier la première AMAP, hein, l'association de maintien de l'agriculture paysanne, hein, qui va se mettre en place en 2001. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les AMAP, mais en gros, c'est un groupe de consommateurs qui va acheter à l'avance la production d'un paysan ou d'une paysanne. Voilà. Ce mouvement-là, il est extrêmement important parce que finalement, c'est à partir de celui-là que tout un tas d'initiatives et d'expérimentations vont se mettre en place sur l'ensemble du territoire français, qu'il soit métropolitain ou pas, et qui va se mettre en place aussi dans pas mal de pays du Nord. Ce n'est pas juste un phénomène franco-français. Voilà. On va avoir entre 2000 et 2010 donc des groupements d'achat qui vont se mettre en place, toutes sortes de petites initiatives qui vont se faire sous des formes d'épiceries ou des choses comme ça. Voilà. Ça reste à des échelles micro. En 2008, on a une première intervention de celui qui est d'ailleurs, je pense, notre Premier ministre d'aujourd'hui, autour de la question des circuits courts. Et on aura, à partir de 2010, un renouveau extrêmement fort autour des circuits courts et qui va transformer les marchés de plein vent. En sachant que les marchés de plein vent, ça appartient à notre culture de la consommation depuis toujours. Ce n'est pas une nouvelle piste. Mais il y a un renouveau important, notamment dans cette idée de mettre en place des marchés paysans, c'est-à-dire des marchés où ce sont les paysans ou les artisans qui viennent vendre directement leur production. Et c'est un peu tout ce travail-là qui va petit à petit construire dans la société civile le fait que, voilà, on a besoin de reconnexion avec le système alimentaire. Alors, je vais justement, puisqu'on est dans les expériences que vous signalez, Dominique, donner la parole à Boris Tavernier pour évoquer. Alors, vous, depuis le départ, c'est en quelque sorte une obsession, hein, permettre de mieux manger, permettre de mieux vivre aux agriculteurs, mais pas uniquement, et cela s'inscrivant dans une dimension, une transformation écologique, c'est-à-dire que changer aussi le modèle de l'agriculture. Et vous avez été à l'initiative, c'était en 2013, je crois, c'est ça, des VRAC. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est. Aujourd'hui, il y a à peu près 18 expérimentations à travers la France. Il y en a en Belgique aussi. Donc, les VRAC, c'était en fait un rassemblement de producteurs en direction de distribution. Ça repart un peu avant, ce que vient de raconter Dominique me parle beaucoup. Si on revient, pour ceux il y a beaucoup de jeunes dans la salle, moi ça me fait plaisir. Si on revient un peu plus loin, en 99, il y a José Bové qui détruit un McDo à Millau. Et moi ça me parle, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et au début des années 2000, avec 2 copains à Lyon, on a monté un restaurant en coopérative. Donc une SCOP, ça veut dire que dans cette entreprise-là, il n'y a pas de chef. Donc ça fait du bien aussi. C'est pas l'argent qui dirige, on est tous égaux, c'est une personne égale une voix. Et dans notre bar-resto, on a fait le choix de soutenir l'agriculture paysanne et biologique
donc d'acheter que des produits paysans, des produits bio, ce qui était très très rare, voire que ça n'existait pas dans un bar, et d'essayer d'avoir les prix les plus bas possibles, donc de démocratiser ces bons produits. Donc je suis resté 10 ans dans ce bar, à soutenir des brasseries artisanales, des maraîchers, des éleveurs, et on était dans un quartier assez populaire à Lyon à l'époque, mais on avait touché un public qui était sensibilisé, qui avait déjà conscientisé cette question de l'alimentation. Donc il fallait franchir un pas. Comment on va plus loin? Et en 2013, j'ai des discussions à l'époque avec la Fondation Abbé Pierre et avec des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux qui sont les propriétaires des logements sociaux dans les quartiers populaires. Et eux, pour des raisons différentes, voulaient amener un nouveau service dans les quartiers. Comment on peut faire pour toucher, pour développer le reste à vivre des habitants. Et puis moi, j'étais avec ma casquette alimentation. En fait, on va développer des groupements d'achat. Et ce qui manque dans ces quartiers, c'est que tout le monde a envie de bien se nourrir, malgré ce qu'on nous dit. Moi, à l'époque, j'aime bien le mot utopie, parce que moi, on me disait mais ça marchera jamais, des produits bouillots dans les banlieues, mais les banlieues, c'est la malbouffe, c'est que ça, quoi. Je dis mais non, en fait, les gens, ils ont envie de bien se nourrir, sauf qu'ils n'en ont pas les moyens économiques, où il n'y a pas d'offres sur leur territoire. Donc je suis allé voir tous les paysans avec qui je travaillais. Alors, vous les avez amenés au pied des immeubles. Et on les a amenés au pied des immeubles, exactement. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de casser aussi, parce qu'il y a des préjugés, il y en a des deux côtés. Si tu arrives, j'ai des produits bio, on va dire c'est pas pour nous, c'est pour les riches. Donc il fallait casser ça. Donc on fait déguster les produits. Et une fois qu'on a cassé la barrière du goût et la barrière du prix, le choix que j'avais fait à l'époque, c'était de tout revendre au prix d'achat, donc aucune marge. Le kilo de farine bio à 90 centimes était revendu 90 centimes. Donc il devenait accessible. Et on a commencé à créer... Ça, le bar, c'était de 2004 à 2014. Et Vrac, je l'ai créé en décembre 2013. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'avais monté la première AMAP lyonnaise en 2004 aussi. Donc c'est vraiment ce chemin, voilà, tout ce que raconte Dominique, c'est des trucs qu'on a pu faire, mais en apprenant, en marchant. Et sur Vrac, pour limiter aussi les coûts, en fait, on n'a pas des magasins dans les banlieues, on n'a pas des épiceries, mais on crée une épicerie éphémère dans un centre social. Il y a des centres sociaux dans tous les quartiers populaires, et les habitants vont venir avec leur emballage, avec leurs bouteilles, et c'est eux qui vont gérer tout le côté opérationnel. Et puis petit à petit, on a créé des liens avec les paysans, des visites à la campagne pour savoir qui nous nourrit, parce qu'on ne sait plus qui nous nourrit aujourd'hui. Organiser des concours de cuisine. Et puis les habitants aussi, maintenant, ils sont dans la gouvernance des associations. Et ça, c'est aussi important. Voilà, il y a des enjeux sanitaires, il y a beaucoup de diabétiques dans les quartiers populaires. Il y a des enjeux de citoyenneté, d'émancipation. Donc on essaye de faire un petit peu tout ça depuis 10 ans. Voilà, de quoi inspirer en effet la sécurité sociale alimentaire avec le souci de créer du lien social. Alors, tout ce qui touche à la vie quotidienne et à l'alimentation, c'est aussi des actes juridiques. Alors, vous nous expliquez comment vous êtes arrivé, vous l'avez fait, je pense, avec des étudiants, Isabelle Henka, puisque vous avez écrit une déclaration, une déclaration des droits à l'alimentation. Pourquoi c'était important d'inscrire ça? Alors, bien sûr, docteur en droit, vous allez me dire, c'est évident. Pardon, attendez, je préfère. Prenez, voilà. Ça n'était pas évident du tout, en fait. C'était presque le hasard. Enfin, c'est le cheminement, en fait. Voilà, c'est notre passé, nos expériences, ça et là, qui un jour convergent vers un objet. Et cet objet de l'alimentation, il n'est pas comme les autres. En droit, on réfléchit beaucoup aux définitions, à la nature des concepts. Moi, je suis arrivée à l'alimentation très tardivement, en fait, en 2018, à l'occasion d'un colloque, mais c'était dans la continuité d'échanges avec le Brésil, des partenariats autour d'autres sujets plus généraux, mais quand même la biodiversité, les responsabilités. Et puis, j'ai découvert la Villa Rabelais, voilà, mais j'avais fait mes études, donc je connaissais quand même le lieu, qui avait beaucoup changé. Qui était devenue donc cette cité, on ne l'appelait pas encore la Cité internationale de la gastronomie, mais c'était déjà le siège de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Donc j'ai assisté à une réunion, voilà, hasard ou pas hasard, et puis c'était la réunion du pôle alimentation, avec toutes les disciplines concernées, SHS, sciences biologiques, médicales. C'était un monde complètement nouveau, mais pas complètement, puisque en tant que juriste, j'avais déjà travaillé sur les relations internationales, les relations Amérique latine, Europe. Je connaissais le droit de l'Union européenne, puisqu'on a plutôt cette spécialité à la fac de droit à Tours. Et puis, j'avais beaucoup travaillé sur le droit du développement et le droit au développement. Donc, j'étais quand même, évidemment, dans cette philosophie
de critique des rapports inégaux entre le Nord et le Sud. Et après, j'ai croisé le droit du développement avec le droit du commerce, parce qu'on ne peut pas déconnecter le droit du développement de l'Organisation mondiale du commerce. Donc j'ai toujours regardé comment des passerelles étaient possibles entre les valeurs, disons, sociétales, portées plus par l'idée du développement, et les dures lois du commerce international. Alors quand j'ai découvert l'alimentation, l'alimentation, elle était au cœur de tout ça. Donc c'est naturellement, sans le faire exprès, que j'en suis venue à me passionner, il faut dire, pour cet enjeu alimentaire et cet objet qui n'est pas comme les autres. Alors, est-ce qu'il est comme les autres ou pas? Là, je prépare en ce moment, c'est pour la semaine prochaine, un colloque sur le droit du chocolat. Et alors, on a coutume de dire que l'alimentation est un fait social total. C'est ce que moi j'ai appris beaucoup avec mes collègues de toutes les disciplines, anthropologie, sociologie, voilà, en s'ouvrant aux autres disciplines. Et alors l'alimentation, oui, elle n'est pas comme les autres objets, elle est vraiment un fait social total. Hein, elle fait converger tous les enjeux. Et alors je me suis dit, finalement, le chocolat, comme ça, c'est mieux. À la date, oui. C'est 22 et 23 novembre. Donc le 22 à la Villa Rabelais et le 23 à Pont-le-Voix, parce qu'on a un partenariat dans le dans 41. Alors c'est sur le droit du chocolat, mais en droit, en images, parce qu'on aura beaucoup de collègues pour nous parler du marketing, de l'invention, de la publicité sur les tablettes. Je sais pas, ouais. Mais je serai là après, vous pourrez me demander des dates. Hein. Voilà, donc le chocolat, finalement, au sein de l'alimentation, il est spécifique aussi. En droit, on va découvrir des spécificités parce qu'on s'aperçoit que le droit du chocolat, il est dans tous les droits. Le droit fiscal, le droit foncier, le droit international, le droit européen, toutes sortes le droit du commerce. Et c'est lui qui le plus croise tous ces enjeux. Voilà, on fait des découvertes tout le temps. Donc l'alimentation, voilà, donc maintenant... Je suis responsable d'un master qui est dédié à l'alimentation, qui s'appelle Alimentation depuis la rentrée. Patrimoine, culture et transition. On a ajouté cette troisième dimension qui n'était pas dans la maquette précédente, puisque c'était le master CPA, culture et patrimoine de l'alimentation. On s'est réunis puis on a dit qu'il fallait ajouter cette transition qui n'est pas que écologique. Hein. Pour nous, c'est la transition dans l'histoire, toutes les grandes périodes de l'histoire, la transition en droit. On parle beaucoup des nouvelles personnes juridiques, par exemple. Les animaux sont-elles des personnes juridiques? Peut-on les manger? Ça, c'est une transition. Voilà. Donc, toutes les transitions. Voilà. Donc, ce master, maintenant, a plus d'une douzaine d'années. Il se renouvelle régulièrement. Charles Fournier, alors, on va parler tout à l'heure du projet de loi que vous avez déposé, de son contenu et comment les choses peuvent aboutir. Qu'est-ce qui fait que vous avez été amené à ça? Et je pense que, alors on a parlé de collectif, d'associer les gens, etc. Vous avez vous aussi associé. Alors il y a aussi ici le Parlement de circonscription, c'est-à-dire que vous avez aussi associé des citoyens à cette réflexion et c'est eux qui vous ont amené à, en quelque sorte, presque accoucher de ce projet de loi? Alors, en tout cas, ça a été une des composantes de l'intérêt porté pour cette question. Il y en a trois, si je devais refaire le chemin. La première, c'est peut-être la plus ancienne. J'ai été façonné par l'éducation populaire. Quand on est façonné par l'éducation populaire, on est façonné par la question de l'émancipation. Et tout ce qui a été raconté là, le continuum d'action pour se réapproprier l'alimentation, renvoie pour moi à cette émancipation, à cette question de comment on reprend la main sur ce qu'il y a dans notre assiette. C'est quand même dingue, on ne sait plus ce qu'il y a dans notre assiette. Parfois, un aliment a fait 3000 km avant d'arriver dans notre assiette. On ne sait pas si on ne s'empoisonne pas un peu en mangeant. On vient de découvrir que la moitié de l'eau potable dans notre pays était polluée par un polluant éternel. Je fais partie des députés qu'on a le plus dans ses cheveux, donc je peux vous parler du sujet avec très très personnellement. Voilà. Et donc ça prend racine là. Deuxième élément, j'ai effectivement mis en place un parlement de circonscription avec des habitants de Tours, ils sont 80 volontaires, il y en a dans la salle, et qui sont associés à tous mes travaux parlementaires et sont tirés au sort parmi les participants, et ils ont voulu travailler sur l'alimentation. Et bingo, et c'est eux qui en cheminant, ils sont arrivés à la sécurité sociale de l'alimentation. Évidemment, ils ont été recoupés avec tous les travaux qui existaient par ailleurs,
Mais en avançant et en cheminant, ils arrivaient à des idées proches de la sécurité sociale de l'alimentation. Puis le troisième élément, c'est qu'à Tours, il y a un collectif de sécurité sociale alimentaire qui est naissant, une phase un peu d'appropriation du sujet. Et moi, ça m'a permis d'interagir avec eux et avec le collectif national qui est à l'origine, à qui il faut rendre hommage. Parce que tout ça, je trouve cette idée très intelligente, a été inventée par un collectif d'associations, d'acteurs. Je pense Ingénieurs sans frontières, je pense vous, bien sûr. Exactement, je pense au CIVAM, je pense à la Confédération Paysanne. Bref, tous ces gens-là ont pensé cette idée-là que je trouve absolument géniale. Donc c'est tout ça qui m'a conduit à être à cet endroit aujourd'hui. Puis peut-être pour amorcer un peu la réflexion sur la loi, c'est qu'il me semblait que l'idée était tellement belle, mais qu'il fallait lui donner des marches pour pouvoir avancer. Que le risque serait de rester sur cette idée parfaite et pure que l'on ne voit jamais se mettre en œuvre. J'avais déjà en référence une histoire qui, pour moi, n'a pas bien tourné, aurait dû mieux tourner. Je dis, elle n'a pas bien tourné, elle peut encore bien tourner, mais c'est celle des monnaies locales, qui était une idée absolument géniale, mais qui, parce que l'orthodoxie presque de l'idée devait être absolument maintenue, c'est une idée qui a eu du mal à avancer, et qui pourtant était extrêmement intéressante, aurait pu, à mon sens, activer beaucoup de choses dans nos territoires. Et donc je me disais, il faut que ça avance. Voilà, il faut que ça avance, il faut qu'on trouve une marche intelligente, j'en parlerai tout à l'heure. Et évidemment, c'est tous ces dialogues avec tous ces acteurs-là qui m'ont conduit à faire cette proposition-là. Je ne le dis pas tout seul parce que je voulais embarquer l'ensemble des représentants des forces du nouveau Front populaire dans une première étape, puis évidemment, j'espère bien plus large parce qu'il faut que ça soit transparent. Une fois à l'Assemblée nationale. Voilà. Oui, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez signé une tribune dans Libération ces derniers jours. Signe plein des tribunes. Oui, il y a une urgence. Là, quand je vous disais tout à l'heure qu'avec VRAC, on revendait tout au prix d'achat, depuis les 3 ans d'inflation, c'est plus possible. Donc on a dû toujours trouver des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, on a des tarifs moins chers que le prix coûtant, parce qu'on voyait que les personnes qui arrivaient dans les grandes surfaces à s'acheter une marque, des produits de marque, acheter des premiers prix, et ceux qui achetaient des premiers prix, ils allaient à l'aide alimentaire. Donc il y a un enjeu social tellement fort. Donc on se bagarre avec nos armes, on fait ce qu'on peut sur le terrain, de répondre au mieux en créant tous ces projets. Il y en a partout en France, et ça c'est assez fort. On a monté aussi une maison de l'alimentation à Lyon, donc c'est un restaurant, épicerie, 100% bio, et pareil, le tout à triple tarification. Mais à un moment donné, il faut aussi lier notre travail de terrain à un plaidoyer national. Donc là, dans mes premiers pas à l'Assemblée, déjà, même si je travaille sur ces sujets depuis 20 ans, il faut quand même exister. Il y a des Guillaume Garot qui a quand même été ministre, qui a fait la fameuse loi Garot, que j'ai beaucoup critiqué. Maintenant, je me fais plus discret à côté de lui. Ou des Richard Ramos. Donc il y a des animaux politiques. Donc il faut aussi exister sur ces sujets-là. Et moi, je pense avoir la légitimité du terrain. Ça fait 20 ans, les gens, j'ai pas découvert les problèmes des gens pendant une campagne électorale. Donc il faut aussi manœuvrer habilement au sein de cet hémicycle. Donc on a d'abord organisé un colloque. Et on s'est appuyé sur le travail du Secours catholique et du réseau CIVAM qui ont fait un super travail sur les coûts cachés de notre alimentation. Aujourd'hui, il y a quand même des dépenses délirantes, que ce soit sur les questions environnementales ou sanitaires. Et on ne se rend pas compte. Quand vous achetez un produit 1 € dans une grande surface, en réalité, il coûte 2 € à la société. Parce qu'il n'est pas bon pour notre santé. Rien que le diabète, c'est 10 milliards d'euros par an. Donc il y a des coûts très très forts. Donc on a fait ce colloque, et puis j'ai profité de ce colloque pour enchaîner directement le soir même, d'écrire une tribune pour demander une grande loi alimentation et la faire signer par ces animaux politiques aussi, pour montrer maintenant je suis là et je vais aussi mettre ma pierre à l'édifice, et ça c'est important, et de toujours être ancré, et ça c'est vraiment pour tous les projets que vous allez mener dans votre avenir. Le travail avec la société civile et le travail avec la recherche est indispensable. Les travaux de Dominique ont inspiré des tonnes d'associations et de projets sur les questions de démocratie alimentaire. Je pense que c'est important d'en dire un mot aussi sur qu'est-ce que c'est que la démocratie alimentaire. Donc ça, c'est de relier tout ça. Tout seul dans son coin, on fera rien. Et effectivement, derrière, d'avoir le politique. Moi, le petit côté Pierre Rabhi, chacun fait sa part. Le petit colibri, non, ça marche pas. En fait, le colibri, il meurt d'épuisement. Il y a toujours l'incendie. Donc, il faut vraiment qu'on soit ensemble pour pouvoir bouger les choses, quoi. Aujourd'hui, vous êtes plus colibri puisque vous êtes à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que le projet, justement, de loi, Dominique, et je vais poser la question à Isabelle aussi, c'est quand même une première bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est signe que là, on prend les choses en main. Oui, bien sûr. Avec toute la difficulté et toute la nécessité, toutes les implications pour que ça réussisse, mais ça veut dire il y a une conscientisation. Ça c'est le réel.
Le collectif qui s'est mis en place en 2019, donc pour une sécurité sociale de l'alimentation, il est aussi porté par tout ce travail historique. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période aussi où il faut se dire qu'on s'inscrit dans la durée et dans le temps long. Et que si on ne fait pas ça et si on n'en prend pas conscience, on va avoir la pression que chacun d'entre nous, là où on est, à partir des initiatives qu'on porte, finalement, on porte le vrai projet ou la vérité à nous tout seuls. Or, Isabelle l'a un peu dit, mais on est dans un monde où c'est le droit de l'alimentation qui domine. Ce qui domine, c'est l'offre alimentaire qu'on nous fait, la question de la demande alimentaire, c'est-à-dire quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on voudrait manger, comment on voudrait que ce soit produit. Les marges de manœuvre sont epsilon. D'où d'ailleurs la grosse difficulté à penser le droit à l'alimentation. Et pour répondre au jeune homme tout à l'heure, la création du droit à l'alimentation, elle date de 2000. Voilà. Le droit à l'alimentation, il existe dans le cadre des droits humains qui sont portés par l'ONU. Et le problème majeur qui a été évoqué par Isabelle, c'est que tout ce qui est agriculture et alimentation, à partir du moment où l'Organisation mondiale du commerce a été créée, donc au milieu des années 90, la question de la mise en place de ces droits dont on parle, dont le droit à l'alimentation, c'est pratiquement impossible, dans la mesure où c'est complètement subordonné aux droits que prévoit le commerce international. C'est pour ça que je dis la puissance aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, en tout cas depuis le milieu des années 80, elle est du côté des accords internationaux concernant le commerce. Donc il ne faut pas non plus qu'on se raconte d'histoire. Hein. Sauf que même si on ne se raconte pas d'histoire, ce qu'on sait aussi, c'est que si le mouvement social, si la société s'empare de ces questions-là, si le relais se fait dans le cadre de la démocratie telle qu'elle existe dans un pays comme la France, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, eh ben c'est clair qu'à ce moment-là, on pose les choses de façon complètement différente. Je voudrais juste rajouter un tout petit truc. C'est que ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, il s'appuie sur le régime général de la sécurité sociale. Oui, justement. Voilà. Donc, ce qui veut dire que très très important. Ce qui veut dire que ça s'appuie sur notre patrimoine de lutte sociale à nous aujourd'hui en France, et qu'il faut savoir que cette histoire, c'est aussi elle qui nous permet aujourd'hui de proposer cette démarche de SSA. Isabelle, justement, le fait qu'aujourd'hui on en soit à un projet de loi. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui, je serais plus critique à l'égard d'une proposition constitutionnelle. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mais oui, à fond pour une loi justement d'expérimentation, de bilan des expérimentations et d'accompagnement de tout ce qui fourmille partout. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une petite expérience dans le conseil de développement du pays Castelroussin, qui, à l'époque, donc ça fait déjà quelques années, commençait à réfléchir sur le projet alimentaire de territoire. Et aujourd'hui, on en est encore à la réflexion. Non, il faut aller plus vite parce qu'on va prendre combien, 10 ans, 20 ans. Il faut qu'on soit, à mon avis, plus réactif et plus dynamique que cela. Donc une loi pour nous booster. Oui, très bien. Alors tout à l'heure, je n'ai pas parlé de cette fameuse déclaration. Ben oui, cette déclaration universelle du droit à l'alimentation. Elle appelle une intervention de l'État, donc du droit. Hein. Donc ça, moi j'avais apporté 2 textes parce que le sujet c'est l'utopie. Je me suis dit c'est quoi l'utopie pour un juriste? Oui. Est-ce que c'est un mot du droit? A priori non, mais le droit trouve toujours des façons pour exprimer des belles choses comme ça. Le droit est assez facilement dans l'alimentation même, tourné vers le passé, la tradition. Si on prend les spécialités traditionnelles garanties, par exemple dans le domaine des systèmes de qualité, le droit trouve un moyen de dire ça c'est de la tradition, on va dire c'est une pratique qui a au moins 30 ans, voilà, on fixe des critères, évidemment c'est toujours un peu caricatural, mais on sait traiter le passé, la tradition. Je me suis demandé si on traitait aussi bien le futur finalement, l'alimentation de demain, c'est aussi des cours qu'on a dans le master, hein. Oui, alors c'est depuis en fait l'avènement du développement durable. Sa définition même, elle est tournée vers les générations futures. Ça, c'est bien une façon de voir l'utopie, hein. Le développement durable, celui qui assure la satisfaction des besoins des générations présentes sans porter atteinte au potentiel développement des générations futures. Voilà, on est bien dans
une utopie qui s'enclenche. Hein, c'est aussi une façon. Donc le juriste, il peut penser les choses pour demain. Et alors on m'avait demandé un atelier sur le droit de la communication dans le domaine de l'alimentation. Moi, ça ne me branchait pas tellement. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui nous ferait communiquer, justement, sans faire du droit d'eux? Alors j'avais eu l'idée d'un atelier d'écriture avec les étudiants. Et c'est comme ça qu'est arrivée voilà. La déclaration universelle. On pourrait faire une déclaration universelle du, moi je préfère le singulier, je le justifie, du droit à l'alimentation. Alors pour moi il ne date pas de 2000, hein. Le droit à l'alimentation pour un juriste c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Alors j'avais apporté justement la fameuse déclaration universelle des droits de l'homme, ça c'est une utopie qui a marché, hein. Et puis notre déclaration universelle du droit à l'alimentation, elle n'a pas encore marché, enfin, elle n'est pas entrée dans l'ordre juridique. Voilà. Ouais, très bien. Donc une utopie, c'est ce qui n'est pas encore entré pour moi dans l'ordre juridique national, européen, international. Alors on a fait ce texte, voilà. On pourra en parler un peu plus dans le contenu. Et puis comme ça, Charles. Alors, donc la dernière partie appelle vraiment la responsabilité des États et l'action. Alors une loi, oui. Donc ça nous amène directement au vif du sujet. On va rentrer justement dans ce projet de loi, parce qu'en effet, quand on dit sécurité sociale alimentaire, c'est pas la sécurité routière, hein. Ça veut dire que c'est un projet qui s'inscrit dans le système de la sécurité sociale de la santé. Ça veut dire que peut-être qu'il faudra créer une autre branche pour la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc là, avec ce projet, d'abord, pas tout ce qu'il contient, parce qu'il y a un projet de loi, mais l'esprit même de ce projet que vous avez déposé au mois de septembre. Ouais. Peut-être avant de dire l'esprit du texte, dire l'esprit des expérimentations qui sont à l'œuvre aujourd'hui autour de la sécurité sociale de l'alimentation, qui n'en sont pas, puisque dans les 3 principes qui sont posés, il y a l'universalité. C'est-à-dire l'idée, comme pour la sécurité sociale, de la maladie, de la vieillesse, du chômage, c'est universel. Tout le monde y a droit. C'est pas réservé. Il s'agit, à la différence par exemple du traitement de la précarité alimentaire, on cible ceux qui sont en précarité alimentaire. Là, c'est universel. Deuxième principe absolument majeur, c'est celui de la solidarité par un système de cotisation. Une des voies, il y en a plusieurs. On finance ce système et tout le monde participe au financement de son système en fonction de ses moyens. Donc évidemment, hein, c'est ça, dans la cotisation aujourd'hui, c'est en fonction de ce que vous gagnez que vous payez l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance chômage. C'est vos cotisations et non pas vos charges. Petit débat sur... On rappelle souvent à l'ordre que ce sont des cotisations et non pas des charges. Et puis troisième principe, c'est la démocratie qui a été largement évoquée ici, c'est qu'on décide, on maîtrise ce que l'on va manger, avec qui on va conventionner, quel producteur, quel distributeur dans les territoires. Et donc, les citoyens ont la main sur les choix qui sont faits. Je le dis, la sécurité sociale de 1945-1946 à 1958 fonctionnait comme ça. La dimension démocratique s'est étiolée dans le temps et l'État s'est plutôt substitué aux citoyens qui n'ont plus la main sur le conventionnement. C'était la même chose. C'était par comment on est soigné, par qui on est soigné. Il y avait une maîtrise dans cette sécurité sociale. Donc là, il s'agit de retrouver les principes d'origine de la sécurité sociale. Et ensuite, pour être très concret, l'idée, c'est d'avoir une sorte de carte vitale de l'alimentation. Il y a un montant qui circule, mais tout ça, c'est les expérimentations qui devront dire demain quelle est la bonne idée, quel est le bon calibrage. Mais l'idée, c'est 150 €, c'est ce que beaucoup évoquent, par mois, que vous recevriez sur votre carte vitale, qui vous permettrait d'acheter de l'alimentation conventionnée, c'est-à-dire chez des producteurs choisis, des distributeurs choisis eux-mêmes, et vous auriez la maîtrise de ça. Et ces 150 €, tout le monde les aurait. Que vous appeliez Bolloré ou que vous soyez dans vous habitiez à un quartier populaire ou peu importe où, vous auriez accès à ça. Par contre, votre cotisation, évidemment, ne serait pas la même. Ce serait plus important. Voilà, on parlera tout à l'heure. Surtout pour Bolloré. Je vais vous dire quelque chose qui se passe par rapport à... Voilà. Et donc, vous avez ces 3 principes mis en œuvre par une caisse alimentaire, qui est comme la caisse de sécurité sociale. Vous avez une démocratie avec une assemblée
elle peut prendre plein de formes, qui a la maîtrise de conventionnement. Et puis l'idée, c'est l'universalité. Pourquoi je dis qu'aucune des expérimentations aujourd'hui ne le sont? Parce qu'aucune ne peut être universelle, parce qu'ils n'ont pas les moyens. À Montpellier, c'est une des plus avancées, je ne sais pas, c'est 500 personnes, on va monter un peu en charge. Vous voyez, on est loin des 400 000 habitants de l'agglomération de Montpellier. Mais je voulais juste terminer peut-être sur cette présentation. Ce qui est assez utopie, c'est ça la question. Moi, j'aime bien la définition de l'utopie, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. C'est pas ce qui va jamais arriver. Mais qui Parce que peut souvent on dit ce qui va jamais arriver. Je dis c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Et les critiques auxquelles font face la sécurité sociale de l'alimentation, c'est les mêmes qu'en 1945. C'est vrai que pour la sécurité C'est sociale. exactement les mêmes. Et oui, ça va coûter trop cher et c'est pas juste parce que certains ont les moyens, ne devraient pas, etc. C'est exactement. Et donc vous voyez, finalement, la sécurité sociale, elle a été faite. Merci Ambroise Croizat et toutes celles et ceux qui y ont participé. Et donc c'est pour dire que c'est ce qui n'est pas encore arrivé, la sécurité sociale de l'alimentation, mais que ça va arriver. Et là, c'est peut-être plus facile de convaincre, puisque la sécurité sociale de la santé est la preuve que... Clairement, et peut-être ce que j'aurais dû dire, c'est que quand même, à l'époque, l'idée, et Ambroise Croizat le disait, il s'agit de prévoir finalement, de faire face à l'incertitude et de prévenir ce qui peut arriver. Et en matière d'alimentation, on ne maîtrise plus rien. La démocratie, c'est aussi ce qu'on mange. C'est pas... Voilà, et on ne maîtrise plus ça. Et donc, je trouve que c'est un projet extrêmement juste pour ceux qui mangent, mais aussi pour ceux qui produisent, parce que ça garantira aux producteurs la capacité de produire dans de bonnes conditions, d'avoir des prix garantis. Ça sort de la logique de marché. Et je vous dis, pour moi, l'alimentation, c'est pas un commun comme les autres. Il faut le resituer comme étant un commun particulier, démocratiquement géré. Je crois que la perspective, la seule qui soit, à mon sens, bonne pour la question alimentaire, c'est celle-là. Oui, c'est-à-dire que c'est... Oui, j'ai une Isabelle. question à poser à ceux qui ont une expérience dans ce domaine. Il me semble qu'il y a quand même une différence entre la sécurité sociale de la santé et la sécurité sociale de l'alimentation, parce que la première, elle est conçue pour des accidents de la vie quand même. Le chômage, c'est-à-dire une perte de revenus à un moment... oui, mais c'est tardif. Mais bon, le chômage, la maladie, l'accident, etc. Alors que là, dans ce projet, c'est pour le citoyen qui mange chaque jour. Alors, est-ce que ça ne pose pas des problèmes, vous qui avez une réflexion là-dessus? Oui, Isabelle? Non, mais d'ailleurs, oui, c'est important comme question, parce que c'est une question qui se réfléchit aussi. Là, pour le coup, plutôt davantage d'un point de vue philosophique. Ça veut dire comment on réfléchit les risques actuels en matière de changement climatique. Si on parle de risque, on retombe dans le traitement de la précarité. Oui, là, on est d'accord. Mais c'est pour ça que, par monde, exemple, toujours, universel, chaque jour. Ouais. Donc c'est quand même différent. Non, mais c'est pour ça qu'on est plusieurs à penser les choses de façon un peu différente, non pas du point de vue du risque, mais du point de vue du care, donc du prendre soin. C'est comment aujourd'hui, nous, les habitants et les habitantes de cette planète, on prend en compte la situation dans laquelle on est et les enjeux actuels de ce changement climatique. Comment on prend soin, évidemment, de la nature et des hommes, des femmes et des enfants qui vivent sur cette planète. Voilà. Et c'est au nom du care qu'on pose, en gros, le fait de repenser le régime général de la sécurité sociale, et pas simplement d'un point de vue curatif tel qu'il est pensé aujourd'hui. Et puis, quand même, pour renforcer ce que tu viens de dire, Charles, ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau de cette SSA, on a pris les leçons aussi de ce qui s'est passé pour la santé, en particulier la façon dont l'industrie du médicament s'est imposée dans le dispositif et a pris la main aujourd'hui sur beaucoup de choses. Donc la SSA, on est aussi très attentif à ce que l'agro-industrie ne prenne pas la main non plus là-dessus. Et donc, c'est un peu toutes ces formes-là qu'on est en train de discuter. Et moi, je voudrais aussi insister sur quelque chose, et là, je me tourne un peu vers vous, les jeunes. Dans ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, on parle beaucoup des paysans, on parle beaucoup des consommateurs, mais par exemple, les artisans, ils sont aux abonnés absents dans ce projet-là. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien, par exemple, que les boulangers soient là, que les bouchers soient là, que les primeurs soient là. Et ce projet, il ne pourra pas avancer si l'ensemble des artisans et de l'artisanat autour de la transformation alimentaire
ne vient pas aussi travailler avec nous sur ce projet de SSA. Pour l'instant, on est d'accord, c'est un système dans lequel il y a essentiellement des paysans et des consommateurs, on est d'accord. Mais ça n'est que le début de ce processus-là. Et de la même façon qu'on en va avoir besoin, que dans ces instances de réflexion, on ait les restaurateurs, les street food, etc., etc. Voilà. Ce projet il ne pourra pas aboutir s'il n'est porté que par 2 maillons de la chaîne alimentaire. Voilà. Vous vouliez... Ouais, je voulais ajouter un Et puis complément. après, je donnerai la parole à Boris. Je voulais ajouter un complément. Je pense que la question, c'est la conception que nous avons de la santé, la conception que nous avons de l'âge et la conception que nous avons du travail qui est à questionner. C'est-à-dire que c'était perçu comme faire face à des accidents, mais en vérité, le maintien en bonne santé aurait pu être soutenu. Et d'ailleurs, on pose la question, est-ce que le sport doit être pris en charge par la sécurité sociale? On pourrait regarder les temps de la vie différemment et pas regarder ça comme finalement un peu la fin de la vie, mais bien un autre temps qui doit être sécurisé financièrement. Et puis la même chose pour le travail. On pourrait regarder les temps où nous travaillons et les temps où nous ne travaillons pas et ne pas le regarder comme un accident. Et puis enfin, pour le dire, ça a été dit tout à l'heure, mais l'alimentation, la malbouffe, c'est 20 milliards par an. Oui, ça coûte cher. À bas mot, ça coûte 20 très milliards cher, par an. ouais. Et donc c'est aussi puis, une manière de prévenir et les incidences sur la santé, des accidents liés, à la malbouffe. 20 milliards par an. Et je ne compte pas toutes les aides à l'agriculture qui orientent mal une partie de l'agriculture. Je parle juste du coût direct de la malbouffe dans les caisses de l'État. 20 milliards d'euros par an, voilà, c'est pas rien. On ne va pas interdire les kebabs, Boris, je vous rassure. On est aussi militant de l'alimentation choisie, ça c'est hyper important quand même. Mais sur l'universalité, je trouve que si on compare avec la santé, quels que soient nos revenus, on est tous remboursés quand on va chez le médecin. À ce moment-là, on pourrait dire, bah non, les riches, vous avez les moyens de vous payer l'hôpital. Oui. Et c'est important, je pense, dans une société qui est voilà, avec des communs, que tout le monde puisse avoir le droit à la même chose. Quand on parle dans le programme du NFP, il y avait cette question de la gratuité de l'école. Moi, je me questionnais là-dessus. Oui, mais sur les cantines scolaires, c'est quand même hyper compliqué. Autant, moi, j'aime bien d'avoir de multiples tarifs. Je trouve ça pas mal. Mais voilà, parce que sinon, à un moment donné, ceux qui ont plus de moyens, voilà, c'est encore pour les pauvres. On paye encore pour tout le monde. Et ça crée encore des différences. Donc, c'est important d'avoir ce côté universel, je trouve. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que ça génère déjà sur les expérimentations. Il y en a une trentaine aujourd'hui en France qui sont toutes différentes, qui partent pas du même endroit, que ce soit dans la ruralité, dans la campagne. Et c'est ce que ça génère déjà. Ce qu'on voit, ce que ça génère sur un territoire au niveau économique, ce que ça change de manière démocratique. En fait, quand généralement, les projets commencent par la création d'une assemblée citoyenne, et c'est là où tout démarre. Qui se retrouve à l'intérieur, donc d'avoir une grande mixité, d'avoir des précaires, d'avoir des classes moyennes, des CSP+, des gens qui sont très éloignés de ces questions-là, et d'avoir une formation commune, un projet, un accompagnement commun, de faire des lectures collectives, des visites apprenantes, des conférences. Et là, derrière, toutes ces personnes qui pouvaient être très éloignées de l'alimentation, une implication citoyenne importante et indispensable. Et c'est ça et l'enjeu est vraiment là-dessus. C'est l'enjeu primordial. À Montpellier, notamment, ça fait 1 an et demi que le collectif se retrouve toutes les 3 semaines. Et c'est quand même une charge qui est très forte. Et il n'y a pas tant de monde qui a disparu du projet. Et c'est la force, elle est là-dessus. Et derrière, les choix qui sont faits, ils sont hyper cohérents. On relocalise l'économie pour de vrai. On soutient des paysans pour de vrai. On crée des nouveaux marchés. Donc il y a quand même un enjeu très très fort, économique, environnemental et humain, tout simplement aussi, de refaire lien, de reprendre possession. Modéré. Ouais, je modérerai un petit peu ce que tu viens de dire, Boris, même si je suis d'accord sur le fait que les expérimentations de SSA aujourd'hui, ce qu'elles montrent, c'est l'apprentissage collectif et la montée en compétences collectives sur les processus démocratiques. Bon, et ça, c'est extrêmement précieux. Moi, je modérerai un petit peu quand même parce que malgré tout, la question de l'alliance avec les quartiers populaires ou avec les milieux populaires en ruralité, elle n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas, hein, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire pour l'instant ça ne l'est pas. C'est quand même la SSA une histoire qui concerne la ville essentiellement, les gens qui ont un certain nombre de qualifications professionnelles, qui sont intéressés parce qu'ils sont dans les professions qui concernent l'alimentation.
Ce sont les jeunes qui ont des niveaux de qualification élevés, etc., etc. Voilà. Pour l'instant, c'est quand même ça qui se passe. Ce qu'on pourrait dire de façon un peu rapide, la petite bourgeoisie culturelle des villes. Bon, donc c'est extrêmement important parce que c'est vrai que il faut aussi que ce projet-là il puisse être visible et il l'est à travers ces expérimentations. Bon, moi, ce que je pense, c'est que le fait de multiplier ces expérimentations-là va permettre que petit à petit, une partie de cette démarche-là soit appropriée par des initiatives et des associations qui sont davantage ancrées dans les milieux populaires. Et ça, c'est super important parce que si ça ne se fait pas, on aura du mal à gagner sur ce projet de SSA. Donc ça, il faut quand même en avoir bien conscience. Mais en même temps, il faut se dire que dans la période actuelle, dans ce qu'on est en train de vivre depuis ces dernières années, la SSA, ça reste une expérience dans laquelle il y a beaucoup d'espoir et dans laquelle il y a en particulier une implication très forte des jeunes femmes et des jeunes hommes. Et il y a une implication extrêmement importante des femmes, parce que ça, on n'en a pas encore parlé beaucoup de la question du genre. Mais sur ces histoires d'alimentation, les femmes sont extrêmement présentes. Et par exemple, moi, je suis dans un collectif qui montre très très bien que dans ces assemblées de caisses alimentaires, le regard des femmes va être extrêmement important sur la façon de concevoir, en gros, ces chaînes alimentaires. Voilà. Et donc, je pense que d'un point de vue démocratique, aujourd'hui, on a besoin à ce que, d'une part, les jeunes soient hyper présents. Donc moi, je vous encourage, là où vous êtes, les lycées dans lesquels vous êtes, les endroits où vous apprenez, mettez en place des expérimentations de caisses alimentaires. Je pense que ça serait super intéressant d'avoir les retours d'expérience à votre niveau. Et la deuxième chose, c'est pour toutes celles qui s'impliquent ici, qui s'investissent dans toutes ces expérimentations au niveau de l'alimentation, faites entendre votre voix. N'hésitez pas, faites-le. Pour aller après, je passerai la parole. Je vous passerai la parole pour aller dans la suite de ce que vient de dire Dominique. Pour vous, Isabelle, la prise de conscience des jeunes et se tourner vers les jeunes justement par rapport à cette problématique de l'alimentation, du droit à l'alimentation saine et durable, c'est quelque chose qui est très très important pour vous. Vous dites les jeunes, il faut les associer absolument. Oui, alors cette fameuse déclaration, elle voyage beaucoup. Elle touche déjà pas mal de jeunes en France, à l'étranger. Moi, je l'ai diffusée au Congo, Kinshasa, au Brésil. Voilà. Et les étudiants, chaque année, nous avons la chance dans le master d'avoir un module qui s'appelle l'alimentation en action. Donc les étudiants, chaque année, mènent un projet collectif qu'ils vont poursuivre en Master 2, donc ça dure 2 ans, et on renouvelle donc avec l'arrivée des nouveaux EMA. Voilà, et nous avons, avec la promotion qui vient de partir, mené un projet sur la citoyenneté alimentaire. Alors j'avais eu une idée qu'on n'a pas du tout réalisée. En fait, au début, ce qui m'intéressait, c'était alors la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, parce qu'on ne peut pas déconnecter non plus la sécurité de la souveraineté, à mon avis. Donc j'avais eu l'idée de créer une appli pour le cas où on irait au restaurant et on pourrait mesurer le degré d'indépendance de la France pour les carottes, pour la viande, etc. Mais pas localement, au niveau international. Bon, c'était sans doute infaisable, on n'a pas fait ça. Peut-être ça, voilà une idée à vous glisser dans l'oreille. On a fait autre chose. Les étudiants nous ont dit, nous, on voudrait créer un site internet autour de la citoyenneté alimentaire pour les jeunes. Et ils ont tout recommencé, ils ont tout réécrit parce qu'ils n'avaient pas le langage collégien. Ils ont réécrit beaucoup de parties juridiques, mais anthropos, sociaux, pour s'adresser à des jeunes collégiens. Et on a mené un partenariat avec un collège de la communauté de communes Gâtine-Racan, parce que notre enseignante est devenue finalement responsable du projet alimentaire du territoire là-bas. Donc elle a sensibilisé des enseignants qui ont travaillé avec les collèges et maintenant tout le monde s'empare de ce site internet qui va du tracteur à la poubelle en passant par toutes sortes d'onglets et c'est vraiment adapté aux très jeunes et on a une rubrique pour les ressources à destination des enseignants et alors tout le monde peut s'en servir. Voilà, c'est en ligne, c'est offert à tout le monde, ce sont des ressources pédagogiques mais là on avait vraiment ciblé le projet pour les collégiens.
Alors, avant de passer la parole à la salle, il y a une question. Alors, on va tout de suite, et puis... On a un micro. Vous allez avoir un micro. On va vous donner un micro. Avec les principes essentiels. Citalim, c'est ça. Oui, non, mais on va... Oui, le site dont je parle, c'est Citalim. Il s'appelle Citalim, vous le trouvez en ligne. Voilà. Ouais. On prend cette question-là, on revient au débat et on retournera vers la salle. Alors bonjour. En ce moment même, on est en train de faire un projet avec des familles et on ne savait pas quel plan d'action on pourrait faire afin de les accompagner au mieux pour l'alimentaire. Ben voilà. Venir aider le collectif. Voilà. Bonjour. Ben, après la table ronde, il faut venir nous voir, venir voir Dominique pour en parler. Il y a plein de possibles. Ouais. On prolongera en cours particulier. Je vais repasser la parole à Charles Fournier parce qu'il faut même qu'on voit ce qu'il y a dans le texte. Puis on verra avec le nouveau venu si ses petits camarades seront sensibles et si les choses pourront se faire. Je vais vraiment le faire. Je voulais réagir juste sur la question de la souveraineté. Peut-être pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que veut dire la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas la seule relocalisation et le repli sur soi. Parce que ça, il y a une version qui existe et qui est proposée même politiquement d'une souveraineté du repli sur soi. La souveraineté, c'est la maîtrise démocratique de ce que l'on mange, de ce qu'on utilise, de nos ressources, de ce qui rentre, de ce qui sort. C'est la négociation équitable avec les autres qui nous entourent, d'échanges qui soient bénéfiques pour tout le monde. Enfin, je le définirais ainsi. Et pour le dire, donc c'est là où cet indicateur serait compliqué à construire parce que ce ne serait pas l'indicateur seulement de la localisation de ce que l'on... Fermé, mais ouvert. Voilà, et donc c'est là où l'exercice serait très très compliqué, mais il y a un indice qui existe qui s'appelle le Fab City, je crois, qui est un indice de la production locale, alors pas en alimentation, mais sur la dimension industrielle, ça a été fait pour les villes, et qui dit, est-ce que j'ai... voilà, parce qu'aujourd'hui... Finalement, la plupart de ce qui fait nos vies, on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Si vous prenez votre téléphone portable, vous ne savez pas de quoi vous dépendez. C'est Bruno Latour qui parlait des relations de subsistance qu'on pouvait avoir avec ce qui nous entoure. Et c'est bien un des problèmes, c'est qu'on ne maîtrise plus du tout ce qui fait nos vies. Voilà. Un vélo, on savait à peu près comment c'était fabriqué. Vous savez que le dérailleur venait souvent... du Japon. Et voilà, mais là, on est devant aussi des technologies qu'on maîtrise complètement techniquement, mais pas du tout dans la conception. Et donc, on a perdu démocratiquement sur ce qui fait nos vies. Et ça, c'est quand même un problème profond. Et à mon avis, l'alimentation relève du même sujet. Vous ne savez pas, dans ce qui est ultra transformé, qu'est-ce qui a été ultra transformé, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quand même complètement dingue. Alors, pour en arriver quand même au contenu du texte de loi, l'idée que je défendais, qui était défendue avec mes collègues, c'est qu'on ne va pas directement vers la création d'une nouvelle branche de sécurité sociale. Oui, d'un seul coup. Voilà, ça ne va pas passer, ça. Non, je vous ça, le dis, sûr. on peut être très optimiste. Pédagogiquement, ce n'est pas la meilleure On sent qu'il y solution. aura quelques résistances, surtout quand on commence à dire, il faudra estimer entre 120 et 170 milliards par an de coûts, pas forcément pour l'État, je le dis tout de suite, mais en cotisation et autres dispositions. Évidemment, voilà. Donc l'idée, c'était de dire, il y a des expérimentations. Elles ont toutes des pratiques un peu différentes, mais elles ont des principes communs. Et donc, mettons dans le texte une définition de ce que serait la sécurité sociale de l'alimentation, donc une forme de norme, et en rappelant les 3 principes que j'ai posés tout à l'heure. Et le socle commun du collectif, c'est exactement leur C'est pour ça que c'est un projet d'expérimentation, exactement. d'ailleurs. Deuxième élément, c'est une loi d'expérimentation. Une loi d'expérimentation, c'est une loi qui permet finalement de tester des choses sans qu'elles soient universellement les mêmes pour tout le monde, parce qu'il n'y en a pas partout. Et donc, elle permet de tester. Donc, vous en connaissez une, Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est une loi d'expérimentation. Ce n'est pas dans tous les territoires. Il y avait un principe qui pouvait y ressembler, qui était de dire on va transférer les cotisations chômage pour financer des emplois. Voilà. C'était ça l'idée de Territoire zéro chômeur. Donc, comme on ne va pas à cette idée-là d'un seul coup, ont été mis en place des expérimentations. On en est à la 2e loi d'expérimentation. Là, l'idée est un peu... Ce n'est pas le même fond, mais c'est le même outil juridique qui a été utilisé, qui est une loi d'expérimentation. Et l'idée, c'est de soutenir 30 expérimentations. Ça tombe bien, il y en a 30, parce qu'on ne peut pas aller dans les 5 prochaines années à venir. Et puis, on peut la modifier et faire en sorte que ça monte en puissance. Et on crée
dedans, on dit voilà la base minimum pour qu'une expérimentation soit considérée par ce texte de loi. Et on crée un fonds national d'expérimentation. Et pour pousser ça, j'ai déposé avec mes collègues un amendement dans le cadre de la fameuse discussion budgétaire que vous suivez passionnément, j'imagine, et avec tous ces rebonds. Et il se trouve que cet amendement a été adopté en commission des finances, un amendement de 15 millions d'euros. Ça peut se dire à l'échelle de nos vies, 15 millions d'euros, c'est absolument génial. À l'échelle de tout ça, c'est pas du budget de l'État, c'est pas une somme dingue. Hein. Voilà. Ces 15 millions d'euros ont été adoptés, sauf qu'on ne va pas étudier la deuxième partie. Donc c'est parti au Sénat. Donc on fait une petite amicale pression auprès des sénateurs pour que les 15 millions restent. Et puis on a fait une amicale pression auprès de tous les ministres concernés par un courrier co-signé par plein de gens pour dire gardez ces 15 millions pour soutenir les expérimentations qui existent. Parce que ce qui coûte, c'est pas tant seulement le dispositif de caisse alimentaire et de cotisation. Ce qui coûte, c'est aussi l'animation d'un tel dispositif. Parce que pour que ça existe, il faut des gens pour l'animer. Oui. Il faut des gens qui vont passer du temps. Il faut aller conventionner. Il y a tout un travail extraordinaire autour. Et donc, c'est aussi une activité qu'il faut pouvoir soutenir. Donc, dans les 15 millions, pour vous dire, en gros, il y a un tiers qui serait réservé au fonctionnement de ces expérimentations. Toutes ces expérimentations. Et les 2 tiers pour alimenter les caisses, à défaut d'avoir une cotisation universelle. Une partie serait soutenue par une cotisation volontaire, voilà, chacun ayant sa forme de cotisation. Et puis la troisième partie, surtout pour le fonctionnement, serait soutenue par les collectivités locales, parce qu'on les appelle aussi à contribuer. Dans le territoire zéro chômeur, par exemple, les départements, par la loi, sont obligés de financer territoire zéro chômeur de longue durée. Les régions ne le sont pas, mais elles sont invitées à le faire, et celle dans laquelle vous êtes le fait. Voilà, et donc l'idée, c'est qu'on trouve un système qui permette de faire avancer ces expérimentations et qu'elles changent d'échelle. 400, c'est très bien. Mais en gros, là, l'idée, c'était de passer à 5000 personnes, enfin, voilà, d'avoir des dimensions beaucoup plus importantes pour que ça devienne très significatif. Ouais. Après, non, c'était important. Je vous passe la parole après. Boris Tavernier, jeune député, vous vous dites aujourd'hui, ce projet... vous n'avez pas besoin d'être convaincu, bien sûr. Mais est-ce que vous sentez parmi les membres de l'Assemblée nationale qu'il y a aujourd'hui vraiment une prise de conscience de plus en plus importante et une volonté peut-être de s'acheminer vers un système de sécurité sociale? Moi, ce que je remarque, c'est qu'on travaille tout en silo à l'Assemblée. Tous les sujets agricoles, alimentaires... hier, on parlait des tickets restaurants, gros enjeu aussi, hein, c'est des milliards et des milliards chaque année. La semaine d'avant, on va parler du Mercosur, donc des traités internationaux sur le libre-échange, de ce qu'on mange et ce qu'on achète à l'étranger. Et il n'y a rien qui regroupe tout ça, en fait, quoi. Donc il y a un enjeu fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près un an ou deux, il y a un conseil qui s'appelle le Conseil national de l'alimentation, a notamment préconisé justement de tenter des expérimentations. Il n'y a jamais eu autant d'abstention, parce que ça gêne. Et en fait, c'est le mot sécurité sociale de l'alimentation, il fait peur. Parce que tu vois tout de suite le trou de la Sécu. Ouais. Et effectivement, on avait invité à Montpellier le ministère des Solidarités et on n'avait pas prononcé le mot SSA. On parlait de ces caisses alimentaires, de ces cotisations, tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Et là, tout le monde disait « Ah, mais c'est intéressant ce principe. » Et c'est en fait, donc des fois, c'est un peu le mot qui fait peur. On le voit bien, on a des collègues centristes ou de droite qui commencent à s'intéresser à ça. Donc, ils veulent récupérer aussi ce côté sécurité sociale et alimentation. Donc, quand tu as des politiques qui veulent récupérer le truc, tu dis « Ah, on touche quand même à quelque chose. » Après, ça va être un travail de fourmi. Donc, nous, on peut faire le travail au niveau de l'Assemblée, d'aller voir les députés, mais vous avez aussi le droit. Bon, voilà, de contacter votre député, je pense que ce n'est pas hyper nécessaire. Mais dans l'absolu, nous aussi, on compte évidemment sur la société civile. Les expérimentations sont importantes, de continuer d'en parler, qu'elles continuent d'être médiatisées, et que chaque citoyen puisse embêter son député en disant mais c'est quoi ce truc? Enfin, nous, on soutient la SSA, donc j'espère que vous allez voter pour l'expérimentation. Donc en fait, encore une fois, il faut qu'on arrive tous à notre niveau à s'emparer de ça. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, sur la question des choix aussi, de la grande distribution notamment. Il y a un vrai enjeu de se réapproprier notre alimentation, parce que la grande distribution, et ça rejoint un petit peu ça de l'intérêt. J'avais fait un plateau télé sur France 2 avec Marie Drucker, et il y avait Thierry Cotillard, le président des mousquetaires de Intermarché. Et quand je parlais de la SSA, le mec il se disait « Ah mais attends, si moi dans tous mes magasins,
Les gens ont 150 € par mois. Bah, autant qu'ils viennent chez moi. Et moi, ça ne me dérange pas d'avoir 2 rayons de produits, bio, locaux. Donc en fait, si ça commence à plaire à l'industrie, alors ça sera dévoyé, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste fort. Donc ça peut, voilà, il se passe quelque chose, et pour moi, c'est le premier projet depuis très très longtemps de véritable changement de société. Alors, sur ce, question. Je voulais juste répondre quand même au jeune homme de tout à l'heure, sur ta question de tout à l'heure, sur les projets à faire avec des gens. Là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la question de l'accès à l'alimentation, de comment se payer l'alimentation, et on oublie souvent comment on cuisine. Et la précarité alimentaire, en fait, ça génère beaucoup de solitude. Aujourd'hui, tu peux... en fait, c'est plus facile d'acheter un produit transformé, une barquette, et de la réchauffer au micro-ondes. Ça te coûte moins cher. Et donc, il y a un projet que j'aime beaucoup, qui vient du Québec et qui existe en Belgique. Ça s'appelle Cuisine de quartier. Et je suis sûr que dans n'importe quel quartier où tu habites, il y a une cuisine à disposition. Et le principe, c'est de créer un collectif de personnes. Donc là, si tu as plusieurs familles, on se retrouve, ok, qu'est-ce qu'on cuisine ensemble? Et on va définir le plat qu'on a envie de faire. On va définir de quelle manière on va trouver les produits. Ça peut être de la ramasse à la fin du marché quand on n'a vraiment pas beaucoup de moyens. Ça peut être l'épicerie sociale ou quelques courses à droite à gauche. Ou vrac, mais c'est pas encore présent à Tours. Et on va cuisiner pour plusieurs jours. Donc en fait, tu as ce côté cuisine collective où les gens se retrouvent, donc ça recrée du lien. Ça recrée du lien. Tu fais des économies d'énergie, tu fais des économies sur ce que tu achètes et tu peux avoir des plats pour la semaine. Donc je t'invite à regarder Cuisine de quartier à Bruxelles ou à Montréal et de pouvoir faire ça à ton échelle dans ton quartier. Question. Bonjour, merci beaucoup. Sophie Thiron, sociologue de l'alimentation à l'Université de Toulouse. Je voulais vous dire déjà merci parce que je trouve que vous avez super bien mis en avant le danger aussi moralisateur. Monsieur Tavernier, vous disiez je suis partisan d'une alimentation choisie, on ne va pas enlever les kebabs. Et merci pour ça parce que j'ai l'impression que c'est souvent le danger de ça. Et ce qui m'amène à poser ma question, finalement, comment on fait dans ce genre d'instance pour s'assurer de rester démocratique et de bien prendre en compte la pluralité des rapports à l'alimentation et pas juste de véhiculer un discours très normatif? Ça, c'est ma première question. Donc, Madame Paturel, vous avez dit qu'on commençait à, avec le temps, pouvoir aller vers les quartiers plus populaires et à générer une appropriation. Mais est-ce que vraiment on va dans cette direction et comment on fait? Et ma deuxième question, c'est sur la question de l'injonction à la participation. Vous l'avez dit, ça prend du temps. À Montpellier, c'est potentiellement toutes les 3 semaines. Les femmes, là je prends l'exemple des femmes, mais parce que je pense que ça pèse beaucoup sur les femmes. Une femme toute seule avec 3 enfants, elle n'a pas le temps d'aller toutes les 3 semaines dans ce genre d'instance. Donc comment on fait pour dépasser ça, pour ne pas recréer des nouvelles inégalités en disant le bon citoyen il participe, le mauvais citoyen ne participe pas? Merci beaucoup en tout cas, c'était super intéressant. Très bonne question. Alors, celui qui trouve la question, bonne réponse. Dominique, Ouais, tu veux commencer? Ouais. Non. Vous faites tous les deux. Ouais, Vous le faites tous les deux. On va faire à 2. Je ne vais pas répondre à tout, mais je veux bien répondre sur la dimension de l'injonction à participer. Parce que voilà, elle existe, et en plus elle existe en dehors du temps de travail. C'est-à-dire qu'en plus on demande aux gens en dehors du temps de travail de participer. Et c'est un élément de la réponse. C'est-à-dire que c'est aussi comment on considère les temps de la vie et l'utilité des temps de la vie. On passe 80% du temps éveillé au travail. Et c'est l'endroit où on pose le moins la question de la démocratie. Et donc je pense qu'il faudrait commencer par la reposer à cet endroit-là et que tous ces sujets-là pourraient se traiter aussi à partir de là. Et pas dans le supplément de réunion du soir réservé à ceux que j'appelle les TLM, toujours les mêmes, parce que finalement c'est ceux qui se disent on ne sait jamais, il y a moyen, et qu'on va retrouver dans ces périmètres-là. Et donc, je pense qu'il faut libérer du temps pour ça, pour que ça ne soit pas cette injonction à participer. Moi, il y a quelque chose que j'ai en tête en disant ça. Les jurés d'assises, par exemple, c'est un tirage au sort, c'est un temps qui est libéré, c'est dans le droit. Voilà. Et donc, il y a des choses à réfléchir de cet ordre-là pour que ça ne soit pas ceux qui ont envie seulement, mais que ça devienne, ça s'institutionnalise aussi, et que ça soit une règle du jeu pour tout le monde. Et je trouve que là-dessus, il y a beaucoup à faire pour éviter l'écueil qui est donné là. Puis enfin, sur la question des quartiers, la façon dont on s'approprie ces sujets, moi j'ai une conviction, je suis écologiste, et je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs en partant de l'écologie pour arriver à la vie des gens. Je pense que si on part de la vie des gens, on arrive à la question écologique assez facilement et presque toujours, et que c'est ce chemin qu'il faut reprendre. Voilà, c'est une réponse très rapide, mais je pense qu'elle dit en soi. Dominique? Alors, l'alimentation, ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment un objet à partir duquel il faut partir là où il en est, là où c'est.
Dans la loi qui est proposée là, parce que pour moi, la proposition de loi qui est faite sur les expés, c'est un morceau du puzzle. Pour moi, par exemple, ça n'empêcherait pas qu'en même temps, on travaille sur une PPL qui construit cette 6e branche de la SSA. Pour moi, ça ne serait pas contradictoire. Bon. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir comme ça un certain nombre de morceaux. Mais par exemple, reprenons cette loi sur expé, dans lequel tu disais qu'un tiers serait pour l'animation. Et bien, par exemple, sur cette question de l'animation, il faudrait qu'une grande partie du recrutement se fasse dans les quartiers populaires et se fasse à partir des hommes et des femmes qui habitent ces quartiers-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. C'est d'ailleurs un des problèmes majeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de construire, à travers ces expés, un modèle alimentaire dominant qui va avoir des difficultés pour reconnaître les autres modèles. Et on le voit par exemple sur les conventionnements qui ont été mis en place dans ces différentes caisses de sécu, quand on fait un comparatif sur qu'est-ce qu'ils ont conventionné, comment ils ont fait, etc. C'est à peu près le même processus partout. Voilà. On voit bien que derrière, il y a un modèle alimentaire dominant qui est assez fort, d'ailleurs qu'on a entendu dans la table ronde de ce matin, et qui pose vraiment problème. C'est pour ça que l'alimentation, c'est un sujet super intéressant, parce que c'est à la fois la question de l'accès universel, mais c'est aussi la prise en compte des régimes alimentaires spécifiques et donc des besoins alimentaires des différents groupes sociaux. Or, je suis désolée, mais on est dans un pays qui ne sait pas faire ça. On est dans un pays où la démocratie, elle est vue d'un point de vue vertical, du haut vers le bas, à travers la loi. Voilà. Donc, je veux dire, c'est un enjeu démocratique extrêmement important pour nous aujourd'hui, cet enjeu autour de l'alimentation. C'est comment on va pouvoir faire avancer la réflexion démocratique et donc de transformation de la société dans laquelle on vit, par le fait de faire prendre en compte à la fois un accès universel et le fait d'avoir effectivement cette alimentation choisie. Ça va être compliqué. Hein. Autre question? Oui. Juste une petite question. La niche parlementaire dont vous avez parlé ce matin, elle se déroulera au mois de février. Je veux bien que vous redonniez la date, parce que je n'ai pas le souvenir. Et est-ce qu'elle sera diffusée ou est-ce qu'elle sera en direct? Est-ce que chaque citoyen pourra y assister? Alors, d'abord, elle n'est pas encore inscrite dans la niche. Ça, c'est une bagarre au sein de mon groupe, parce qu'on a plein de textes. Ah voilà. Et qu'il faut que dans mon qui va texte, faire passer son texte. il arrive en haut. Mais comme ça tombe bien, avec Boris, il y a 3 signataires déjà dans mon groupe, même 4 signataires dans mon groupe. Et puis que l'alimentation, on en a fait un des sujets prioritaires de nos travaux, donc j'ai pas trop d'inquiétude. Après, il faut savoir qu'une niche parlementaire, ça commence à 9h et ça finit à minuit. À minuit, c'est comme Cendrillon. Hein. Voilà, si vous n'avez pas fini le texte, tout s'arrête. Et donc, il faut des textes très courts où il n'y ait pas trop d'articles. S'il y a trop d'articles dans vos textes de loi, moi, j'en ai pas mis beaucoup dans cette perspective-là. Voilà. Et si vous avez en face des gens qui ne veulent pas que ça passe, ils font plein d'amendements. Je vous avoue, je l'ai déjà fait. Par exemple, il y avait une loi sur le retour du cumul des mandats. Ça, c'est retour à l'envoyeur. Une loi sur le retour du cumul des mandats. J'étais farouchement opposé. J'ai participé à faire en sorte que ce texte ne soit pas adopté. Donc on a quand même tout ça. Mais sinon, pour répondre à la date, c'est le 9 février. Et on peut tout suivre sur le site de l'Assemblée nationale, puisque tout ça est rendu évidemment totalement public. Ça sera dans l'hémicycle. Ça passera d'abord en commission. Donc vous aurez déjà un aperçu de ce qui va se passer en commission. Je ne sais pas encore quelle commission, mais je pense que ce sera la commission des affaires économiques en toute logique. Donc la nôtre, celle de Boris et de moi-même. Voilà, mais ça, il y a encore des incertitudes. Donc ça passera en amont, donc la semaine d'avant ou les 15 jours avant en commission, pour terminer dans l'hémicycle le 9 février. Donc c'est la date à minuit retenir, aussi. quoi. Et à minuit, ça se terminera. Cendrillon voilà. ou pas. Et sachant qu'on a plusieurs textes, en général, on en dépose 8. Et il y en a 2, 3. Au meilleur, on arrive à en faire passer 4 dans une journée. Mais alors, il faut que ça soit hyper consensuel. Hein. Voilà. Si vous avez des textes qui ne sont pas très consensuels, vous avez compris que c'était plus dur de les faire passer. Bon, et si là, ça ne marche pas à minuit, on rebelote, c'est possible. Alors après, il y a d'autres chemins. Peut-être oui. Si on n'arrive pas à ça, on va aller évidemment discuter avec d'autres. Richard Ramos a été nommé, mais il y en a plein d'autres qui pourraient être enclins. On va retravailler et on essaiera de l'inscrire dans ce qu'on appelle une semaine transpartisane. Et là, il y en a tous les mois. Parce que la majorité, eux, ils ont beaucoup plus de semaines pour leur texte. Nous, on a une journée par an. Voilà. Donc, on essaiera de s'inscrire dans une journée transpartisane pour que notre texte puisse être inscrit à l'ordre du jour. Voilà, ça me paraît évidemment nécessaire qu'on puisse y arriver à un moment ou à un autre. Autre et je pense que ça va cheminer.
Autre question, il y a une question ici. Ah pardon, là et après là-bas. Bonjour, donc en tant que retraitée, j'ai travaillé pendant 43 ans au service social de la sécurité sociale comme assistante sociale et en partenariat notamment avec une épicerie sociale. Et donc vous l'avez évoqué tout à l'heure quand vous avez parlé de cuisine de quartier. Et ces épiceries sociales me semblent déconnectées de ces projets parce qu'elles proposent des biens alimentaires qui sont à des prix tout à fait modiques pour des personnes qui sont signalées par les assistantes sociales. Mais si vous voulez, ces produits ne sont pas des produits paysans, des produits bio, des produits... En revanche, ils tiennent bien compte des différences culturelles puisqu'on peut avoir des produits halal et toutes sortes de produits différents. Donc je trouve qu'il faudrait peut-être aussi impliquer des structures déjà en place qui, elles, semblent un petit peu sur la marge de ces projets innovants, si vous voulez, qui sont pilotés par des acteurs associatifs extérieurs aux municipalités, aux centres communaux d'action sociale. Alors là, pour le coup, ils ne sont pas du tout extérieurs. Hein. Je veux dire, ce dont vous êtes en train de parler, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en particulier Boris et moi, on connaît bien. C'est la filière de l'aide alimentaire. Et la filière de l'aide alimentaire, elle est complètement appuyée au système productiviste. Elle sert à ce système productiviste. Et donc, elle a son rôle là-dedans. Et pour l'instant, les opérateurs de l'aide alimentaire ne sont pas vraiment partie prenante sur le projet de SSA, bien sûr. Ils sont même carrément opposés. Parce que le projet de SSA, il remet en question fondamentalement le fait qu'une partie de la population soit assignée à accéder au fait de manger tous les jours par le biais de cette filière. Isabelle et Boris, avant de prendre une autre question. Oui, je pense que les acteurs sont multiples, puisqu'il faut intégrer tous ceux qui sont connectés à l'alimentation. Et comme l'alimentation, elle est connectée à tous les enjeux, finalement, tout le monde a sa place. Je pense qu'à la table, il faut que tous ceux qui ont un lien avec l'alimentation aient leur mot à dire. Et alors, qui d'autre que l'État, quand même, peut fédérer des acteurs qui sont à différentes échelles, qui sont opposés Alors, est-ce que les collectivités locales pourraient jouer ce rôle les intercommunalités, les pays Avec l'aide alimentaire classique, celle qu'on connaît, les restos du cœur, les banques alimentaires, c'est quasiment impossible. C'est un business. Il faut être. Je sais que c'est vraiment business, quand vous allez au salon de oui, l'agriculture. Vous avez le stand de la FNSEA qui est collé au stand des banques alimentaires. Donc en fait, aujourd'hui, les plus pauvres d'entre nous sont les poubelles de la société. Ils mangent ce que nous, on n'a pas acheté. Alors vous allez enlever Caritas, le Secours catholique Ils se sont retirés vachement de l'aide alimentaire classique, Caritas. Ouais, ils en font beaucoup moins. Justement pour ces questions de dignité et ces questions de qualité. Et aujourd'hui, c'est que ça. Moi, j'ai visité... Vous visitez une banque alimentaire, vous avez des palettes de Mr Freeze, là, les glaces colorants, des palettes de produits transformés. Et j'ai déjà entendu des discours très moralisateurs où en disant si vraiment ils ont faim, nous il nous reste toujours de la charcuterie. Si vraiment ils ont faim, bah oui, mais comme vous dites, si vraiment ils ont faim, qu'ils sont musulmans, non, ils vont pas la manger la charcuterie. Aux autres aussi. Et c'est vraiment c'est d'une violence, sans compter le business de la défiscalisation. Aujourd'hui, il y a quand même 13 000 tonnes, je crois que c'est même plus que ça, 30 000 tonnes de produits défiscalisés par les grandes surfaces qui sont jetés par l'aide alimentaire elle-même, parce qu'impropre à la consommation. Et casser ça, c'est hyper dur. C'est pour ça que quand on parlait de Guillaume Garot tout à l'heure, ça part d'un bon sentiment. Il y a du gaspillage, il y a des gens qui ont faim, mais il y a eu des dérives terribles. Donc il faut réussir à sortir de ça. Charles, vous voulez ajouter quelque chose? Et puis on reprend une. Je voulais mettre un peu de nuance. Non, je partage le constat, mais moi, dans le texte de loi, j'ai intégré ces acteurs en disant leur rôle va changer. C'est-à-dire que le rôle, pour ceux qui seront OK, d'accord, mais ils tout n'est pas terminé. Aussi. Moi, le principe, c'est comme les agriculteurs, on leur dit tout ce que vous faites, c'est pas bien, ça fonctionne pas. C'est la question que vous posez. On ne soit pas dans une injonction. Comment on embarque? Et moi, l'idée, mais ça prendra du temps. C'est un chemin. Des gens arrêteront, des gens seront fâchés, seront pas d'accord. D'abord,
il y aura encore un peu besoin d'aide alimentaire parce que la sécurité sociale, elle ne va pas être mise en place tout de suite. Ce n'est pas qualitatif, il faudrait revenir sur un certain nombre de textes de loi. Moi, je partage tout ce qui est dit. Mais il y a aussi une expertise de la relation avec les personnes en situation de précarité. On peut aussi transformer demain et avoir un certain nombre de bénévoles, d'acteurs qui viennent participer à ces dispositifs, mais dans une perspective qui n'est pas du tout la même. C'est là où l'enjeu n'est pas simple. Et moi, je pense qu'il faut faire ce pari-là et de dire comment on arrive, pas avec tout le monde, mais comment on arrive. Et je sais que certains, d'ailleurs, ne sont pas totalement verrouillés sur les positions, sur ces positions-là. Donc moi, je me dis, c'est comment on arrive à embarquer les épiceries sociales, par exemple. C'est un bon exemple. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à être partie prenante d'un tel dispositif, mais ils n'auront plus le même rôle. Ils n'auront plus le même rôle. Ça, c'est certain. Question ? Oui, il y a 2 questions encore. Oui. Bonjour, donc Christian Bouchny, donc Peuple Solidaire Touraine. Donc je participe à la coordination 37 sur la SSA. Donc ça permet de voir un peu les initiatives locales qui sont faites en lien avec les centres sociaux, avec le monde paysan et appui au monde paysan, etc. Un petit rebond du coup sur la dernière remarque. On a aussi une épicerie sociale et solidaire qui participe à ces échanges. Donc, et qui se pose des questions, voir effectivement comment améliorer ce qui peut être apporté. Ils sont en train de faire donc c'est le sac à malice à Saint-Pierre-des-Corps. Ils sont en train de faire une expérimentation justement aussi sur les produits bio. Si je mets des produits bio au même prix que les autres, est-ce qu'on arrive à les faire passer? Est-ce qu'ils sont pris? Ils sont en train d'essayer de mesurer sur cette petite étude justement la barrière qu'il peut y avoir, la barrière culturelle, en disant mais c'est pas pour moi ce qui a été dit ce matin déjà. C'est pas pour moi, le bio c'est pas accessible. J'aimerais bien, mais voilà. Donc, ces acteurs sont impliqués progressivement, effectivement, ce sera un des leviers. Merci encore pour la richesse des échanges. La question sur le temps qui a été posée, pour moi, elle est fondamentale. On ne peut pas changer le système alimentaire si on ne donne pas du temps aux gens, du temps à la démocratie, donc façon jurée d'assises ou autre, effectivement. Le temps au quotidien, c'est le temps de cuisiner. Si on a des produits sains, il faut savoir les cuisiner, il faut avoir le temps de le faire. Et donc, je pense qu'il y a un levier important aussi derrière, c'est le levier culturel. Et c'est là, pour moi, est l'utopie, parce que ça prendra du temps. C'est se réapproprier ce temps, cette capacité à cuisiner. Comment je fais des recettes simples avec les produits que j'ai sous la main? Donc ça passera par l'école. Est-ce qu'il faut aller mettre des programmes culinaires à l'école? La question est provocatrice, mais voilà. Quels sont un peu les leviers futurs pour transformer le système alimentaire en profondeur à tous les niveaux? Sur la question de l'éducation culinaire à l'école, donc il y a une instance qui existe qui s'appelle le COCOLUPA, c'est le comité interministériel de lutte contre la précarité alimentaire où il y a tous les acteurs. C'est McKinsey qui a dû trouver ça pour quelques millions d'euros. Et tout le monde est d'accord sur la question de l'éducation culinaire à l'école. Mais de quoi on parle? Parce qu'évidemment, on n'aura pas le même point de vue que la FNSEA, par exemple. Donc c'est là où c'est difficile, c'est de se mettre d'accord sur le contenu. Et ça, c'est compliqué. Après, moi, aujourd'hui, l'injonction, c'est toujours il faut éduquer les pauvres à cuisiner, en fait. Mais ils cuisinent super bien. Moi, j'ai organisé des concours de cuisine pendant 10 ans, justement pour casser ça, pour faire venir la gastronomie à la rencontre des classes populaires et de leur montrer, mais regardez, arrêtez de croire que vous allez mal manger. Ils cuisinent, mais super bien, quoi. C'est juste la question d'accès économique. Et sur le bio, notamment, moi, je dis toujours, en fait, c'est pas les produits bio qui coûtent cher, c'est les revenus, les minima sociaux qui sont beaucoup trop bas aussi, pour pouvoir se les permettre. Et dans notre maison d'alimentation à Lyon, on peut acheter des produits bio qui sont vraiment hyper pas chers. Et aujourd'hui, les services sociaux, et parce qu'on travaille beaucoup avec les services sociaux de la métropole de Lyon, ils sont contents d'orienter leur public vers la MESA parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se payer des super bons produits. Et quand tu as des personnes qui te disent qu'ils retrouvent le goût d'un œuf de ferme ou de super bons légumes, c'est gagné, quoi. Et de recuisiner des asperges que tu pouvais pas te payer tellement c'est cher, des asperges, qui a les moyens de s'acheter des asperges au printemps? Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, il y a toute cette accessibilité à tous les niveaux qui est hyper importante. Mais c'est un travail de fourmi, on est bien d'accord. Mais moi, je reste utopique. Allez, une dernière question. Là, ouais, peut-être 2, si la réponse n'est pas trop longue. Bon, on va essayer de faire vite. Non, moi, je voulais simplement revenir sur le principe même du projet de sécurité sociale de l'alimentation. Donc, OK, un montant par personne par mois, mais sur l'aspect utilisation de cette somme, l'idée de conventionnement, comment est-ce que ça peut être utilisé? Ça veut dire que c'est uniquement en direct producteur? Est-ce que ça serait des produits particuliers dans des structures classiques, genre même hypermarché, ou c'est imaginé comment?
Tout va dépendre de ce qui va se passer dans la caisse alimentaire. Dans les expérimentations telles qu'elles sont menées aujourd'hui, le conventionnement, donc la façon dont le conventionnement est fait, donne derrière des lieux de distribution. Donc ça peut être effectivement des producteurs en direct, mais c'est aussi des magasins. Alors pour l'instant, ce qu'on voit dans ces expérimentations, c'est qu'on est quand même plutôt sur les magasins, comment je pourrais dire ça, assez classiques, du style Biocoop, magasin, supermarché collaboratif, choses comme ça. Mais il y a, par exemple, dans la caisse de Montpellier, un début qui consiste à aller chercher des lieux d'achat qui sont beaucoup plus ordinaires. Voilà. Et je suppose que s'il y a un soutien assez fort aux expés, il y aura cette direction-là. C'est-à-dire qu'il y aura le fait d'aller vers des lieux d'achat qui seront un peu plus diversifiés et surtout un peu plus à l'échelle des territoires, c'est-à-dire là où vivent les gens. Voilà. S'il faut traverser toute la ville pour aller sur le seul marché paysan conventionné, bon, vous voyez bien que là, on aura un peu tout faux, quoi. Donc c'est un peu tout ça qui est en train de se réfléchir. Mais en tout cas, l'allocation qui va être versée, elle sera versée pour des lieux conventionnés, bien sûr. En fait, c'est hyper variable. Moi, j'ai vu à Bordeaux, par exemple, ils vont conventionner, mais certains lieux à 100%. Donc tu peux vraiment, et d'autres à 50%, voilà. Donc tu peux acheter une partie des produits. Ça dépend de ce que décide l'Assemblée citoyenne, en fait. Ouais, et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc il faut, voilà, elle est souveraine, donc il faut accepter aussi pas préjuger ce qu'elle va décider. Allez, dernière question, 57, donc voilà. Oui, merci de prendre ma dernière question. Christophe Lavelle, Muséum national d'histoire naturelle. C'est plutôt, je rebondissais déjà sur la question qui vient d'être posée, et puis sur la dernière remarque par rapport à Thierry Cotillard, Intermarché et d'autres. En fait, comment, d'une certaine manière, ce type d'enjeu, de proposition pourrait se passer de la grande distribution? Parce que je ne pense pas qu'elle puisse s'en passer. Et à partir du moment où on accepte l'idée qu'on ne pourra pas s'en passer, comment est-ce qu'on l'intègre? Oui, mais ça, c'est une question fondamentale. Ça, moi, je suis complètement d'accord. Je pense que la réflexion, elle doit aujourd'hui aussi s'ouvrir sur la coexistence des systèmes alimentaires. Donc ça me paraît essentiel. Mais en même temps, dans la période actuelle, il y a plutôt une réflexion qui est celle de renforcer finalement les espaces de consommation, de reprise en main sur les systèmes alimentaires qui sont possibles. Et donc, c'est les circuits courts de façon assez globale. Mais c'est clair qu'à partir du moment où on va aller sur des expés qui vont s'ouvrir beaucoup plus grands, la question de la coexistence, elle va être fondamentale. Ça, on est bien d'accord. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, qui est que, de toute façon, si on compte que sur une appro et le fait de manger à partir des circuits courts, je vous assure qu'on ne va pas tous manger, hein, ça c'est clair. Donc la question de la souveraineté alimentaire, pour le coup, elle se passe certainement davantage à l'échelle de l'espace européen qu'à l'échelle franco-française. Donc cette question-là, on va devoir se la poser, c'est clair. Et pour l'instant, ça reste une question. Oui. Si je peux me permettre, j'aimerais donner un argument à nos députés, tant qu'ils sont là, sur l'idée même de sécurité sociale, parce que vous dites c'est un peu le mot effrayant, le mot tabou peut-être. Si on se replonge dans les années de réflexion de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 47-48, et si on regarde ce que les délégations des États présents proposaient, ils ont beaucoup réfléchi à la notion de sécurité sociale, et on voit vraiment deux conceptions. Il y a cette conception de l'assistance, de l'assurance, voilà, contre des événements de la vie, et puis il y avait déjà cette notion de sécurité sociale au sens très large, pour le bien-être, hein. Donc quand tu parles de care, voilà, le soin, le bien-être, on peut vraiment argumenter en se basant sur les travaux même préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là, j'ai ce que disait le Chili à l'époque, hein, une délégation du Chili. Et il parlait de la sécurité sociale comme les moyens d'assurer le respect du droit à la subsistance, le droit au travail,
le droit aux soins médicaux, non seulement pour ceux qui, par suite d'une circonstance quelconque, ont perdu leur aptitude au travail, mais pour tous les êtres humains en toutes les circonstances, dans l'idée du bien-être social. Voilà. Donc c'est ça aussi, ce qu'il faut dire, je pense à ceux qui ont peur de la notion de sécurité sociale, 6e branche, etc. C'est le bien vivre des latino-américains, c'est comment assurer le bien vivre au quotidien, en tout lieu, pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut défendre la notion finalement de sécurité sociale, parce qu'ils l'ont très bien fait, nos ancêtres. Voilà. On va laisser la place à la deuxième table ronde. Un petit mot de Charles et de... Non, mais très rapidement. Ça répond en même temps à la question qui est posée là. Le système de la grande distribution ne peut pas rester en l'état, parce que les négociations sont totalement déloyales avec les producteurs. Ça ne marche pas, donc il faudra sortir de ça. Moi, je veux juste, en mot de conclusion, vous inviter à soutenir la proposition qui est sur la table, à faire en sorte de faire une pression citoyenne. C'est comme ça que ça marche, pour qu'à un moment donné, ça devienne... Et qu'on aille au bout des expérimentations. C'est des expérimentations, donc moi, je ne suis sûr de rien. Je ne suis sûr de rien. Mais si, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il faut prendre le chemin et qu'on teste et que l'on voit ce que ça donne et qu'on a la matière à tester de façon intelligente un sujet qui peut révolutionner le système alimentaire, nos manières de penser l'alimentation. Donc je vous invite à pousser ça partout auprès de vos élus locaux, vos députés, vos sénateurs. Voilà. Et de rejoindre le collectif 37. Voilà. Bon, on a droit à un bonus, donc une ou deux questions. Ben oui, voilà. Oui, mais c'est... Moi, c'était pas une question, mais vous avez parlé d'expérimentation et je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a quelque chose, un site où on peut retrouver un petit peu toutes ces expérimentations, que vous donniez au moins les éléments d'information. Voilà. Merci. Il y a le site du collectif pour une SSA qui en regroupe, là vous retrouvez toutes les informations, tout le travail qui est fait depuis plusieurs années et des expérimentations un peu partout en France. Il y a les sites de territoire à vivre, VIVRES notamment, donc vous retrouvez les expérimentations de Montpellier, de Lyon et de Toulouse aussi je pense. Mais oui, il y en a un petit peu partout, donc allez gratter tout ça. Grenoble aussi, non? Il y avait une question devant? Non? On va vous donner des micros. Ici. Ah bon, allez. On fait la rangée, là, après on arrête. Chacun a le droit à une question. C'est pas tout à fait une question, plutôt deux regrets. J'entends pas toujours tout très bien, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le côté des producteurs et en particulier cette SSA avec la rétribution de leur juste travail au juste prix. Oui. Le deuxième regret, c'est que la mise en perspective même des mots sécurité sociale. Je pense qu'à cette table ronde, un participant question santé médicale en rapport avec l'alimentation aurait été bienvenu. Voilà. Oui, mais il y a d'autres tables rondes qui permettront d'aborder cet aspect. Sur le côté paysan, encore une fois, dans le collectif, il y a la Confédération Paysanne, il y a le réseau CIVAM. Donc évidemment que la question de la rémunération des paysans est hyper importante pour tous les gens autour de cette table. On l'a évoqué, peut-être trop brièvement, mais on l'a en effet évoqué. Il y avait deux questions ici sur le même rang. Non? Ah non? Oui, c'était juste une réflexion. Moi, je suis Catherine Vaufigeaud du mouvement Slow Food. Et la chose importante qu'on peut retenir, c'est que manger est un acte politique. Et l'aspect démocratique et se rapproprier son alimentation, c'est très important. Moi, c'est ce que j'ai retenu beaucoup là, dans ces débats. L'accessibilité à la nourriture,
Donc c'est effectivement un acte politique, mais il faut la possibilité des choix, il faut donner aux gens la possibilité d'avoir le choix de son alimentation. Et le temps aussi, l'aspect temps que je retiens, qui est très important dans cette problématique. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Voilà. Le monsieur qui voulait poser la question, et ce sera la dernière. Merci. En début d'intervention, vous avez indiqué qu'il y avait 8 millions de personnes, je crois, en précarité alimentaire. Et je voulais savoir quels étaient les... C'est ça, je crois que vous avez... Oui, ouais, c'est un chiffre, c'est le chiffre qui est... Voilà. Et quels sont les critères, les indicateurs pour dire que quelqu'un est en précarité alimentaire? C'est qualitatif, quantitatif, vous voyez, parce que si je comprends bien, ça touche un peu cette population, enfin, entre autres la sécurité sociale. Voilà. Non, justement, non. La sécurité sociale, c'est pour tout. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le mais monde. Justement, c'est ça qui est. C'est peut-être la différence entre ce projet de loi et puis certaines propositions qui ont pu être faites à d'autres moments à l'Assemblée nationale, qui étaient une façon de soutenir des politiques sociales, c'est-à-dire des politiques pour les pauvres. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est justement dans le fait de dire, bah non, on pose la question pour l'ensemble de la population. Alors, sur la question de la précarité alimentaire, il faut savoir quand même qu'en France, on a fait une petite bascule au moment des États généraux de l'alimentation en supprimant le concept d'insécurité alimentaire. Ça, on a une belle confusion entre les deux. En gros, ne serait-ce que parce que dans le terme précarité alimentaire, ce qui est sous-entendu par la plupart des gens, c'est le fait que les gens vont à l'aide alimentaire. Voilà. Or, dans les 8 millions que vous citez, là, on a essentiellement, là-dedans, entre 2 à 4 millions de personnes qui vont effectivement bénéficier de l'aide alimentaire. Je ne sais pas si le mot « bénéficier » est le bon terme, d'ailleurs. Et on a, par contre, une population un peu plus élevée, de 10 à 12 millions de personnes qui disent, parce que là, pour le coup, c'est à partir de mesures qui sont faites qualitativement, à travers des questionnaires ou des interviews qui sont faites auprès de la population, qui est de leur poser la question s'ils se sentent dans la capacité de pouvoir manger tous les jours ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est ça qui permet de calculer les choses avec en face, le mettre en perspective avec les revenus économiques. Et ce qu'on sait à partir de ces études-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 10 millions de personnes en France, 10 à 12 millions, qui sont en insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout sûrs qu'ils vont pouvoir manger tous les jours, 3 repas, et ce qu'ils veulent. Donc c'est énorme. Hein ? Oui. Bon. Il y a 37% des gens, ce matin j'ai fait une erreur, ça me permet de la corriger, il y a 37% des gens qui disent avoir été en situation de précarité énergétique. 37% de la population et plus de 50% dans les territoires ruraux. Juste pour dire. Et l'erreur que j'ai fait ce matin, c'est que c'est 20% des agriculteurs qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, pour parler des revenus, la question qui a été soulevée. Donc la SSA, elle dépasse tout ça, mais elle embarque ces sujets forcément et elle apporte des réponses bien plus intéressantes que celles qui ont été apportées jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, merci pour vos questions, merci à vous. Comme quoi, eh bien, l'utopie, c'est ce qui pourra se réaliser et ce qui s'avère de plus en plus indispensable. Merci et deuxième table ronde après.